Espace TV, le 22h. Nous sommes mercredi 14 août 2019. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 22h. Au sommaire, Benny Steinment, le milliardaire franco-israélien, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Genève, en Suisse. Le patron de BHGR est accusé de corruption dans un dossier portant sur la concession du gisement de fer de Simandou en Guinée. Le comité de pilotage pour le procès des massacres du 28 septembre s'est réuni ce mercredi. Il était question de la formation des magistrats devant conduire ce procès et le nouveau lieu choisi pour sa tenue. Au Togo, l'érosion menace les villages côtiers. Chaque année, dans ce pays, la mer grignote plus de 2 mètres de côte et jusqu'à 10 mètres à certains endroits au littoral. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous dans ce journal. Nouvelle plénière à l'Assemblée nationale ce mercredi. Au nombre de 51, les élus du peuple ont adopté le chronogramme de la session extraordinaire consacrée à l'examen du budget rectificatif 2019 du gouvernement. En plus de la loi de finances rectificative 2019, les députés vont étudier le projet de loi portant statut général des militaires. Algassimou Yali Diallo et Abakar Keke Bangoura ont rencontré le député Fodé Oussou Fofana de l'UFDG. Au cours de la séance plénière de ce mercredi, les 51 députés présents à l'Assemblée nationale ont effectivement adopté à l'unanimité le chronogramme de la session extraordinaire 2019. Mais la loi sur la CENI et la charte des partis politiques ne figurent pas dans ce chronogramme. Ce député de l'opposition nous dit pourquoi. Puisque la CENI a déjà commencé à travailler sur le démembrement, nous avons trouvé que ce n'était pas utile de revenir encore et réexaminer cette loi sur la CENI. Le code électoral, vous savez que le problème aujourd'hui au niveau du code électoral, c'est que les chefs de quartier ne sont pas installés. Maintenant, la troisième proposition de loi, c'était un peu la charte des partis politiques. Mais cette charte déjà existe dans la loi. Nous avons dit tout simplement, il faut l'appliquer. Donc on s'est mis d'accord, on a adopté un chronogramme qui est conforme à l'ordre du jour qui a été annoncé par décret. Durant les travaux de cette session, il sera question pour ces députés d'examiner la loi des finances rectificatives et celle concernant l'armée. Donc nous allons examiner le projet de loi concernant le budget rectificatif. Nous allons examiner la situation de l'armée et ça s'arrête là. Donc voilà un peu ce que nous avons adopté aujourd'hui. Et ça a été discuté au niveau de la conférence des présidents et la plénière entérinée. Donc nous allons passer 2 semaines ici. 2 autres plénières sont prévues avant la clôture de la session le 4 septembre prochain. Le député de l'UFDG s'est aussi exprimé sur l'état des routes en Guinée. Dr Fodé Oussou Fofana a déploré la dégradation de certaines voies à l'intérieur du pays. Il interpelle l'exécutif sur le sujet. Je vous propose de l'écouter à nouveau au micro de Algassimou Yaliba et d'Abakar Keke Bangoura. Moi j'étais à Kindia, de Kindia pour ici, croyez-moi que vous ne pouvez pas faire 80 km à l'heure. Les routes sont complètement défoncées. Si vous prenez la route de Conakry-Folkaria, vous en avez honte. Kindia, c'est la route nationale. Le problème qu'on a, c'est que le président Alpha Condé n'est pas à terre. Il est dans l'hélicoptère. Moi, je voulais inviter le président Alpha Condé. Je veux l'inviter solennellement d'accepter de monter dans un véhicule, faire le tronçon Kindia-Conakry-Kindia. Il va se rendre compte lui-même de l'état des routes. Nous avons assisté à l'enterrement de cette dame, Mama Kassouri. Ceux qui sont partis à Farmoria. De Koya à Folkaria, c'est 3 heures de temps. Les routes sont complètement défoncées. Où va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait de nos routes? Quand vous regardez ces routes-là, vous avez l'impression que c'est un pays complètement abandonné. Vous avez l'impression que c'est un pays en guerre. Vous avez l'impression que c'est un pays où il n'y a pas de contrôle. Quand vous voyez ces embouteillages, vous ne voyez aucun policier. Vous voyez des gens faire ce qu'ils veulent, vous dites que nous sommes dans une situation grave.
Alors qu'on le croyait définitivement réglé, le dossier BHR Guinée refait surface. L'homme d'affaires franco-israélien Benny Steinmetz va être jugé devant le tribunal correctionnel de Genève en Suisse. Il est accusé de corruption dans un dossier portant sur la concession du gisement de fer de Simandou. En Guinée, l'affaire fait déjà écho. Nous avons rencontré un spécialiste des questions minières pour en savoir davantage. André Mossier-Milimono, Bakar Keke Bangoura pour le reportage. Le procureur suisse a retenu contre l'homme d'affaires israélien les infractions de corruption d'agents publics étrangers. Pour ce spécialiste des questions de mines, ce n'est que la suite logique d'une procédure qui a été enclenchée depuis longtemps. Il soutient que l'État a toujours entretenu un flou autour de ce dossier. En Guinée, la procédure avait été enclenchée. Finalement, il y a eu une négociation de dernière minute qui a permis de trouver un accord qui n'est pas tout à fait détaillé entre l'État guinéen et Benny Steinmetz, permettant à l'État guinéen de récupérer les actifs sur le Simandou et le Zogota. Donc je pense bien que c'est la suite logique d'une procédure judiciaire. Concernant les enjeux de cette affaire, notre interlocuteur répond que Benny Steinmetz pourrait verser des dommages et intérêts à la Guinée s'il est retenu dans les liens de la culpabilité. Qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que c'est la justice internationale qui va condamner certainement, si les preuves sont palpables, Benny Steinmetz pour faire de corruption d'agents publics à l'étranger en Guinée, au préjudice de la Guinée, et eux, les pays-là vont avoir des pénalités de fortes sommes d'argent. Parlant des Guinéens cités dans cette affaire, notamment l'épouse de l'ex-président, le général Lansana Conté, ce spécialiste des questions minières estime que son ONG avait exigé que les Guinéens cités soient poursuivis, mais il revient à la justice de faire une communication là-dessus. Il revient aujourd'hui aux autorités judiciaires de faire une communication sur cette procédure, de nous tenir informés de l'évolution de la procédure. Est-ce que la procédure a été complètement abandonnée en Guinée? En vertu de quoi? Est-ce que la procédure continue? Quelles sont les personnes qui sont citées? Pour ce qui est de l'appel d'offres lancé par le gouvernement guinéen pour l'exploitation du gisement de fer de Simandou, Amadou Ba soutient que pour l'heure, la procédure est respectée. Mais son organisation y veille pour des questions de transparence. Le procès des massacres du 28 septembre 2009 ne se tiendra plus dans la salle de cinéma Liberté, comme annoncé au départ. C'est finalement la Cour d'appel de Conakry qui va abriter ce procès tant attendu. Cette délocalisation s'expliquerait par un manque de moyens financiers. L'annonce a été faite au cours d'une réunion du comité de pilotage du 28 septembre. Ce mercredi, il était question aussi de la formation des magistrats qui doivent conduire ce procès. Djibril Ba, Aboulaye Kamara pour le compte-rendu. Les Guinéens, pour l'instant, ignorent à quelle date doit se tenir le procès des massacres du 28 septembre 2009. Les victimes récemment ont eu la lueur d'espoir suite à la mise en place d'un comité de pilotage. Sauf que les travaux traînent pour aller vite à ce procès tant attendu. Mohamed Lamine Fofana préside pour la première fois cette 6e rencontre. Il réitère encore la volonté du gouvernement à respecter ses engagements. Ce procès est un défi, n'est-ce pas, pour la Guinée. Quand les événements ont eu lieu, vous rappelez, la Cour pénale internationale s'est intéressée. Mais nous leur avons dit, laissez-nous juger cette affaire. Ça s'est passé en Guinée et nous allons la juger en Guinée. Le gouvernement guinéen a déjà 20 milliards de francs guinéens pour un budget prévisionnel de 78 milliards. Les partenaires doivent contribuer 33% dans ce budget. Ces derniers indiquent que tout se met en œuvre pour tenir le procès. C'est un procès qui présente une certaine sensibilité, une délicatesse pour laquelle nous avons besoin d'assurer encore un tant soit peu du renforcement de capacité de l'ensemble de l'ossature du dispositif qui va accompagner effectivement la mise en œuvre de ce procès. La France, de sa part, s'engage à former des magistrats pour le procès du 28 septembre. Son représentant à la Réunion parle d'une étape indispensable.
Et c'est en lien avec l'École nationale de la magistrature à Paris, qui a une expertise reconnue en matière internationale de formation des magistrats et de formation des greffiers. Par exemple, l'École nationale de la magistrature française a formé les magistrats qui siègent aujourd'hui dans les chambres extraordinaires chargées de juger les atrocités en République centrafricaine. Plus de 157 personnes ont été tuées dans ce stade, selon l'ONU. Finalement, le procès de ce massacre se tiendra à la cour d'appel de Conakry, en lieu et place du site du cinéma Liberté, dont la rénovation a été jugée coûteuse. Autre fait majeur de l'actualité, cette question: comment se porte l'élevage en Guinée? C'est pour répondre à cette question que le département en charge du secteur a animé une conférence de presse ce mercredi dans un réceptif hôtelier de la place. Problèmes, défis et solutions du secteur ont été abordés par le ministre Roger Patrick Milimono. C'est une communication qui s'inscrit dans le cadre des conférences hebdomadaires des membres du gouvernement. Reportage, Elisabeth Dietlin. Malgré les potentialités qu'offre le département en Guinée, l'élevage guinéen est aujourd'hui caractérisé par une faible productivité des races locales et un mode d'élevage intensif dominé par la divagation des animaux qui entraîne des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour pallier ce défi, les cadres du secteur se sont retrouvés pour apporter des solutions liées au phénomène. Au niveau industriel, là, nous allons mettre en place des éléments d'incitation, dont entre autres une certaine production importante de lait dans le pays qui déjà pourrait attirer les investisseurs. Pour la mise en œuvre de cette vision, d'importantes réformes ont été engagées dans les différentes filières de production animale, à en croire Roger Patrick Milimono. Avec l'appui des cadres techniques, le département entend faire évoluer le système d'élevage traditionnel vers des systèmes plus productifs, rentables et respectueux de l'environnement. Pour les bovins, et en 2018, on a 7 520 000. Pour les ovins, on avait 1 615 000 en 2010. En 2018, on a 2 709 000. Pour les caprins, on avait en 2010 1 931 000 et en 2018, on a 3 246 000. Pour les porcins, on avait 95 000 en 2010. Aujourd'hui, on est à 140 000. Au cours des débats, l'accent a été aussi mis sur des infrastructures de commercialisation du bétail et de la viande dans les différentes régions du pays qui vont répondre aux normes hygiéniques tout en couvrant les besoins des populations. Un des 7 abattoirs aussi, la Banque mondiale veut le construire à Boké. Parce qu'il y a 7 abattoirs régionaux que nous voulons aussi en plus construire. Donc un de ces 7 abattoirs, la Banque mondiale s'est prononcée pour sa construction, notamment celui de Boké. Donc, nous avançons dans les négociations, aussi bien avec la Banque mondiale qu'avec quelques privés. Dans le cadre de la poursuite de l'initiative présidentielle, le département envisage la production d'insémination artificielle des vaches dans la préfecture, conformément au programme guinéo-marocain. Un programme qui va être bientôt présenté par l'ensemble des cadres du département. Politique à présent dans ce journal, Ousmane Kaba est en tournée en Haute-Guinée. Après l'étape de Sigiri, le président du Parti des démocrates pour l'espoir PADES a été accueilli ce week-end par des militants et sympathisants de son parti à Cancan. Dr Ousmane Kaba, entouré des membres de son directoire, a mis l'occasion à profit pour dénoncer le faible taux d'admission enregistré cette année au bac avant de s'insurger contre le parti au pouvoir quant à son éventuel projet de 3e mandat annoncé. Alpha Oumar Koïta et Nadama Kourouma étaient sur les traces de Ousmane Kaba. Suivez.
Ici, nous sommes à Diankana, situé à 15 km de Cancan, où des militants et sympathisants du PADES ont réservé ce week-end un accueil chaleureux à leur leader qui est venu commémorer comme chaque année la fête de Tabaski avec les siens. De là, direction le siège du parti 6 en plein cœur de la commune urbaine où Dr Ousmane Kaba, dans un ton décontracté, s'est adressé à ses militants et sympathisants fortement mobilisés pour la circonstance. Je suis venu vous dire mon soutien. Traditionnellement, je viens faire la fête à Cancan depuis 30 ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et j'ai entendu des murmures des gens qui disent qu'on ne rentre pas dans la ville. Est-ce que celui qui peut interdire à Dr Kaba à Cancan, est-ce que cette personne est née? Moi je viens ici jour ou nuit quand je veux. Quand je veux. Et personne ne va m'interdire de venir chez moi. Dans son adresse, le président du Parti des démocrates pour l'espoir s'est aussi prononcé sur le faible taux d'admission au baccalauréat unique session 2019 avant de s'attaquer au parti au pouvoir. On ne peut pas faire un pays avec 25% d'admis au bac, donc 75% de déchets. C'est inacceptable. Je dirais même que c'est irresponsable. Car qu'est-ce que nous faisons des 75% des autres qui ont redoublé? Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de s'occuper de l'éducation des enfants, au lieu de s'occuper de faire des routes qui marchent, au lieu de s'occuper d'électricité, au lieu de s'occuper d'emploi de nos jeunes, on oublie tout. On s'occupe d'un troisième, d'un quatrième, d'un sixième mandat. Poursuivant, le numéro 1 du PADES a décliné les principales priorités de sa formation politique une fois élu à la tête de la magistrature suprême de notre pays en 2020. Le PADES va venir pour doter la Guinée des chemins de fer que nous avons perdus. Nous avons l'ambition de faire de la Guinée un pays émergent. Pour cela, on compte sur la jeunesse de Guinée. Une éducation de qualité est essentielle pour l'émergence de la Guinée. Pour gagner le pari, Dr Ousmane Kaba a invité les responsables et militants de son parti à mieux resserrer les rangs pour pouvoir rafler plus de députés à l'Assemblée nationale lors des prochaines législatives dont la date reste encore jusque-là dans l'impasse. Politique, toujours la coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema en abrégé, était ce mercredi face à la presse à la maison commune des journalistes à Kipé. Au menu de la rencontre, la situation sociopolitique du pays et la position du Kajema sur le débat portant sur la nouvelle constitution. Compte rendu, Antoinette Dédé, au niveau dit, à Hussein Mohamed Kamara. Selon la Kajema, depuis l'accession à l'indépendance en 1958, la Guinée a connu 3 expériences traumatisantes, caractérisées par la violation des droits humains, la répression politique et la malgouvernance. Elle pense qu'un changement de constitution serait un grand apport pour le pays. Considérant que la constitution du 7 mai 2010 a été promulguée par ordonnance et par un président de transition, considérant l'objectif de la Kajema pour l'intérêt général de la République de Guinée, la coalition des associations des jeunes de Macenta, Kajema, se prononce favorable au projet de nouvelle constitution dans notre pays et dit oui au référendum. La coalition soutient que le contenu de l'actuelle constitution ne prend pas en compte les préoccupations des citoyens au nom desquels elle souhaite parler. À Macenta, le mouvement et les Zuluga protestent contre tout changement de constitution en Guinée. Membre du Front National pour la défense de la Constitution, son leader a plusieurs fois fait l'objet de menaces. Le coordinateur de la Kajema a une toute autre lecture. Pour atteindre une alternance démocratique en Guinée, les membres de la Kajema
compte organiser dans les jours à venir un meeting ici à Conakry avant de rejoindre Massanta. Mot de culture à présent dans ce journal. Le 12 août dernier, l'artiste chanteur ivoirien Didier Arafat a succombé de ses blessures à l'issue d'un accident grave de la circulation la veille. La mort tragique du roi du coupé-décalé a affecté plusieurs Ivoiriens à travers le monde. En Guinée, la communauté ivoirienne se dit profondément touchée par cette perte énorme. Ali Badara Camara et Abakar Din Camara sont allés à la rencontre des Ivoiriens vivant dans notre pays. Suivez. Le décès du roi du coupé-décalé a provoqué une émotion populaire depuis l'annonce de la nouvelle sur la radio-télévision ivoirienne. Les femmes et les ressortissants ivoiriens en Amérique, en Europe, mais aussi en Afrique ne cessent de pleurer. Comme tous les autres, les ressortissants ivoiriens en Guinée ne font pas l'exception. La communauté ivoirienne résidente en Guinée transmet toutes ses condoléances à la famille de Didier Arafat, à la communauté, à la Côte d'Ivoire tout entière, qui a perdu vraiment un grand artiste. C'est vraiment triste, mais comme on le dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et que Dieu l'accueille à côté de lui. La disparition de la star ivoirienne a surpris la communauté ivoirienne en Guinée, qui ne cache pas sa déception. Merci. En fait, c'est avec une très grande consternation que la communauté a reçu l'annonce de ce décès. On était tous abattus, véritablement abattus, quand l'on a appris ce décès là aux environs de 10 heures par là, 10 heures avant-hier. Ça nous a affligés. Ils sont plus de 7000 ressortissants ivoiriens vivant en Guinée. Une collecte de fonds a été initiée pour contribuer à leur façon aux obsèques de Didier Arafat. Quel que soit le peu que l'on aura, il faudrait vraiment que l'on essaie d'assister à la famille qu'il a laissée. Arafat étant un grand DJ, ce que nous allons envoyer ne sera pas quelque chose, mais il faudrait que l'on voie l'amour que l'on avait pour l'artiste international, interplanétaire qui s'en va. Avec le décès de celui qui se présentait comme le patron du coupé-décalé, après Douk Saga le 12 novembre 2006, la Côte d'Ivoire et l'Afrique perdent une légende de la musique. Sur le même sujet, d'autres citoyens, des Guinéens notamment, se sont exprimés. Tous sont sous le choc à la suite de cette disparition tragique d'Arafat Didier. Ils sont au micro d'Ali Badara Camara et d'Ibrahima Sori Camara. Mais à ce que je sache par rapport à Arafat, je me rappelle lors de son dernier passage à Conakry, ici, il était venu avec des bords de le Konfa, avec une organisation d'une dame ivoirienne dont j'ignore aujourd'hui le nom. Et j'étais venu pour 3 dates de spectacle. Et la première date, ça s'est passé au Belvédère de Conakry avec des bords de le Konfa. C'était une nuit, entre Jardin et Gala. Le lendemain, nous étions au stade de la Mission. Cette même date a coïncidé au concert organisé par Audi Premier avec la Fouini. Et le surlendemain, genre la 3e date, nous étions à la plage de Robane, il y avait du monde. Et ce jour-là, le garçon, il s'est bien défoulé. Il a fait un très bon spectacle avec ses jeunes, tous ses danseurs. Et c'était extraordinaire. Il a donné un concert super au public guinéen. J'aimais son truc là, Yoropoto. Yoropota, et ce qui vient de dire de Sabadou bas. Il vient de mettre de Sabadou. Donc j'aime trop Arafat. Même c'est tout ce qu'il dit dans ses musiques, j'aime trop écouter. Même si je suis au sport, des fois j'écoute trop Arafat. En plein sport, je mets dans mes Bluetooth, j'aime trop écouter sa musique, franchement, sans vous mentir quand même. Sur le continent à présent, au Togo, l'érosion menace les villages côtiers. Chaque année dans ce pays, la mer grignote plus de 2 mètres de côte et jusqu'à 10 mètres à certains endroits du littoral. Cette érosion défigure le paysage et chasse les communautés de pêcheurs installées en bord de mer. Suivez. Tout le long de cette côte, à l'est de Lomé, le même paysage dévasté. Un village fantôme planté au bord de la mer. Kodjo vivait avec toute sa famille dans cette cabane de pêcheurs. Ils ont dû fuir quand l'eau a commencé à monter. La maison, tout, il n'y a rien. Jusqu'à présent, on est là, à souffrir seulement. Nous sommes dans la souffrance. Je ne sais pas où on va rester même à l'heure actuelle.
Chaque année, la mer grignote jusqu'à 10 mètres de terre sur cette côte du Togo. Des communautés entières ont dû quitter leur foyer. À Baguida, 500 personnes étaient installées sur le littoral et vivaient de la pêche. Ces sinistrés ne touchent aucune aide du gouvernement pour se reloger. On n'a pas autrement de trouver l'argent pour construire notre maison, tout ça là. Pour connaître l'une des raisons de cette érosion, il faut regarder à l'horizon. Suivre les gigantesques cargos qui filent jusqu'au port de Lomé. C'est après sa construction en 1967 que la mer aurait commencé à monter. La raison principale de l'érosion qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est principalement l'installation des infrastructures portuaires le long de la côte qui perturbe maintenant le transit sédimentaire le long de la côte sédimentaire. La digue du port bloque les courants de sable qui venaient consolider la côte. Un processus accéléré par le réchauffement climatique. Il s'est avéré que le changement climatique, avec son effet de réchauffement du climat, ensuite marqué par la fonte des calottes glaciaires et le réchauffement de la mer, constituent des facteurs aggravants qui permettent de renforcer ou bien d'accentuer l'érosion côtière. En tout, 3000 personnes auraient déjà été déplacées. Plusieurs centaines d'autres sont toujours en sursis. Ailleurs dans le monde, des centaines de boutiques, une salle de concert, des hôtels de luxe, un parc d'attractions, le méga complexe Europa City prévoit de s'implanter en 2027 sur des terres agricoles au nord de Paris. Mais ce projet, le plus gros investissement privé en France depuis Disneyland Paris, divise. Ses défenseurs font miroiter les milliers d'emplois, mais ils se heurtent à l'hostilité à la fois des autres centres commerciaux de la région et des défenseurs de l'environnement. Suivez. Aux portes de Paris, des terres agricoles d'exception. C'est ici, sur le triangle de Gonesse, entre le Bourget et Roissy, qu'Europa City pourrait voir le jour en 2027. Un méga complexe de commerce et loisirs avec hôtel de luxe. À l'origine du projet Auchan et le chinois Wanda, ces promoteurs évoquent 10 000 emplois à pourvoir et promettent de privilégier les riverains. Plus de 30% des habitants ont entre 0 et 19 ans. On est sur le territoire le plus jeune de France, avec un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement élevé au global. Qu'est-ce qu'on va proposer à tous ces jeunes qui vont rentrer dans 8 ans dans le marché de l'emploi? Nous, c'est de se dire, Europa City peut être une réponse. Europa City, ce sera aussi une salle de concert, un musée, peut-être une piste de ski. Le collectif local Les Vrais Gens veut participer à cette aventure pour changer l'image de leur ville à la mauvaise réputation, comme Gonesse ou Villiers-le-Bel. On a très peu de gens de notre territoire qui militent contre. C'est beaucoup... les Parisiens. C'est beaucoup de... Allez, je vais le dire, ça se fait pas, mais... C'est beaucoup de bobos parisiens qui, eux, vivent dans le bitume, mais pensent que nous, on n'y a pas droit et pensent que nous, on n'a pas droit à un avenir. Aux alentours, on compte déjà 5 centres commerciaux qui s'inquiètent de la concurrence que le complexe pourrait leur faire. Ils peinent déjà à recruter des jeunes des environs, faute de qualification. Moi, je ne me consacre pas aux promesses faites par un projet lointain, je me consacre en fait aux problématiques de mes propres commerçants et des emplois existants. Et c'est ça qui m'inquiète et que je défends. Promettre 10 000 emplois, c'est très facile. En préserver 3 200 ou 8 000, c'est ça l'important aujourd'hui. On trouve aussi des opposants sur le terrain écologique. Bernard Lou anime un collectif qui organise régulièrement des actions contre Europa City. Il rêve de faire du triangle une terre de maraîchage. Dernièrement, quand il y a eu la canicule, on a fait des mesures de température et on a constaté à 5 h du matin, au même moment entre Paris et ici, 7 degrés et demi d'écart. Donc ça contribue quand même la nuit à rafraîchir toutes les villes qu'il y a autour. Les premiers coups de pioche doivent tomber à l'automne pour creuser la station de métro Triangle de Gonesse, de la future ligne 17 juste devant l'entrée d'Europa City. En attendant le début des chantiers, les militants écologistes promettent de nouvelles actions.
Pour clore ce journal, le G7 qui se tient à Biarritz en France du 24 au 26 août ne fait pas que des heureux. Il permettra assurément du coup de projecteur sur la ville, mais fait craindre un manque à gagner à des tracas aux commerçants ou habitants de la cité balnéaire. Suivez. Nous, on a décidé de ne pas venir et de prendre des vacances forcées, même si c'est une énorme perte des chiffres d'affaires qui nous attend. Après, on va ouvrir le premier jour dans tous les cas pour voir comment ça va se passer. Puis si c'est trop compliqué, on va être obligé de fermer naturellement, puisque je ne vois pas qui va venir acheter s'il n'y a que des délégations politiques et des diplomates et des policiers. Et voilà comment s'achève cette édition réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.